Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue. Le Burkina Faso sera la principale articulation de cette émission. Le pays qui connaît depuis mercredi dernier de moments troubles, un coup d'État opéré par le régiment de sécurité présidentielle avec à sa tête le général Gilbert Diendéré. Dans une déclaration lue à la télévision nationale, les putschistes expliquent leur action. Ce sont donc leurs termes, c'est la posture déviante de la transition qui serait à l'origine du coup de force. Un extrait ici de la déclaration lue à la télévision nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, 17 septembre 2015, les forces patriotiques et démocratiques, alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont décidé de mettre un terme au régime déviant de la transition. Instauré à la suite de l'insurrection victorieuse du peuple des 30 et 31 octobre 2014, le régime de transition s'est progressivement écarté des objectifs de refondation d'une démocratie consensuelle. La loi électorale, taillée sur mesure pour des individus et décriée par les instances et les hommes de droit, se dresse alors comme un outil de négation des valeurs de notre peuple fondées sur l'esprit de justice, d'équité et de tolérance. Cette loi a créé une division et une grave frustration au sein du peuple, érigeant deux catégories de citoyens. Malgré les recommandations fortes des chefs d'État de la CEDEAO, malgré une condamnation ferme de la Cour de justice de la CEDEAO, enjoignant au Burkina Faso de lever tous les obstacles à la libre participation des candidats aux élections, le Conseil constitutionnel va être instrumentalisé pour violer cette décision internationale. Un coup d'État qui passe mal selon beaucoup de Burkinabés. Notre correspondant à Ouagadougou, Alpha Omar Doussa, a recueilli les propos de certains d'entre eux. Nous les écoutons ici. Tout ce qui se produit, c'est nous, on va ramasser les pots cassés, voilà, si quelque chose arrivait. Mais si on se rassemble et on décide vraiment de suivre ça dans le droit chemin, parce qu'on est là, on dit que peut-être c'est le CDP, peut-être c'est d'autres partis qui amènent ça. Non, moi je me dis non. Ils sont en train de nous insulter. C'est comme s'il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir le pouvoir au Burkina, sauf eux. Alors que eux, ce n'est que les armes, ils ne sont pas intelligents, ils n'ont rien. Voilà, ce matin, des heures ont été enregistrées à Laïko Ouaga 2000. C'est l'hôtel qui abrite la médiation. Des partisans du Conseil national pour la démocratie s'en sont violemment pris à des sympathisants du CNT, l'ancienne transition. Pour développer ce sujet, le Burkina Faso, nos invités sont M. Gaussou Drabo, journaliste, ancien ministre de la Communication du Mali, Célia Dalmeida du journal du Mali L'Hebdo, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Célia, première question, est-ce qu'on peut dire que c'était un coup d'État avec préméditation? Certainement, parce qu'une action pareille ne se fait pas de manière spontanée. Aller en plein Conseil des ministres prendre en otage le président de la République, le Premier ministre et des ministres, forcément que c'était préparé. Maintenant, est-ce que ça a été, comme beaucoup le disent, et je sais que c'est la question que vous avez derrière, des gens plus loin, hors du Burkina, suivez mon regard, qui ont manipulé ceux qui ont fait le coup, bon, ils s'en défendent, mais en tout cas, je pense qu'on ne puisse pas parler d'action spontanée, comme on l'a entendu peut-être par chez nous. Ça sent le préparer, et c'est quelque chose auquel, malheureusement, on devait s'attendre. Ok, Chana, on est sur le coup de force en tant que tel. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce que ce coup d'État était prévisible, selon vous? C'était prévisible, parce que j'ai eu à le dire sur ce plateau que dans la situation du Burkina Faso, il y a eu de l'injustice. Et partout, quand il y a l'injustice,
à un certain niveau, surtout au niveau politique, il se trouverait quelque part un soldat pour rectifier cette injustice-là. Parce que dans nos constitutions en Afrique, on condamne le coup d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères précis pour dire, bon, à tel niveau, l'armée doit intervenir dans l'arène politique. Ça n'existe nulle part. Donc c'est aux militaires de voir, en fonction de la réalité de chaque pays, quand est-ce qu'il faut intervenir. Et j'avoue qu'au Burkina, la transition a donné des arguments aux militaires pour venir sur l'arène politique. On va me dire que c'est insuffisant. C'est vrai, c'est insuffisant. Le coup d'État n'est pas bon. Aucune raison, dit-on, ne peut justifier un coup d'État. Mais quand il y a une certaine injustice, vraiment, je pense qu'il faut trouver la manière, une méthode pour la rectifier. Et je pense que cette voie-là me semble être la bonne. Serge Daniel, Chana parle d'injustice. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, à mon avis, c'était un peu dans l'air, il faut le dire. C'est pas vous poser les questions les plus faciles à Dambeda et les plus difficiles. Alors je vais prendre sa question pour dire quand même que c'était quelque chose de préparé. D'abord parce que le coup d'État a eu lieu un mercredi. Le mercredi, c'est le Conseil des ministres, c'est le jour où tous les ministres, tout le gouvernement se rencontrent. C'est plus facile d'arrêter les gens. Je pense qu'au Niger, sous Tandian, on a eu un coup d'État le mercredi. Ici, je crois, Sanogo, c'était le mercredi, si je me trompe. Donc le mercredi, c'est le jour du Conseil des ministres. Donc c'était préparé. Ensuite, ils ont quand même facilement désarmé les gardes du corps qui étaient au palais ce jour-là. Alors est-ce que c'est une injustice? Je pense que c'est une mauvaise manière de poser un véritable problème. Et je lui dirai pourquoi. Ok, Monsieur le ministre, dans la déclaration, les militaires disent, les putschistes disent que la transition a adopté une posture déviante. Est-ce que c'est vrai que les germes étaient là, les germes de l'injustice qui pourraient pousser à ce coup d'État-là étaient là au niveau de la transition? Oui, je pense que je vais peut-être utiliser un autre terme que celui de Chana qui a parlé d'injustice. Moi, je parlais de grave maladresse. Parce que lorsque vous êtes dans une transition et que l'ancien pouvoir n'est pas tout à fait mort et que le nouveau pouvoir ne s'est pas installé, il y a des dossiers qu'il ne faut pas essayer d'ouvrir et d'avoir un traitement radical dessus. Donc les deux injustices majeures se sont conjuguées, les deux maladresses majeures se sont conjuguées. Il y a d'abord le fait d'écarter des forces politiques, de stigmatiser certaines personnalités politiques et de les écarter du jeu électoral. Je crois que c'est une maladresse majeure parce que je crois rien que l'exemple du Mali est là pour le prouver. Lorsque en 1974 on a mis de côté des personnalités de l'USRDA dans le retour à la vie constitutionnelle, que c'était une très mauvaise chose. Et lorsqu'on a fait la révolution de mars 91, on n'a pas stigmatisé. L'ancien parti unique a été dissous, mais il n'y a eu aucune personnalité qui était spécifiquement interdite de se présenter aux élections. Et la preuve, c'est que la DEMA-PAJ a reconstitué ses assises politiques à partir du personnel politique de l'UDPM. Donc c'était une très grave injustice. Et la deuxième injustice, la deuxième maladresse, c'est vraiment ça. Oui, je crois que Chana me marque. C'est la maladresse. Voilà. La deuxième maladresse, c'est c'est vouloir trancher à tout prix le sort du régiment. Non, c'était un dossier extrêmement lourd, extrêmement complexe et explosif à la limite. Donc rendre public 3 jours avant le coup d'État le sort qui est réservé à cette unité très spéciale, c'est allumer une mèche. Parce que les éléments de l'unité ont suffisamment montré qu'ils étaient extrêmement sensibles à leur avenir et qu'ils n'hésiteraient pas à aller vers des méthodes extrêmes pour, disons, s'autodéfendre. Ok, Célia. Ils avaient déjà démontré leur capacité de nuisance. Ils ont fait trembler le tout-puissant Blaise. Donc, oui, donc je pense que Diendéré n'avait pas perdu sa force de frappe. Et tout le monde le savait. Ce monsieur, tout le monde a fui le Burkina, sauf lui. Ça veut dire qu'il était là et qu'il maintenait encore ses hommes. Ils ont menacé Zida de mort. Donc, je pense qu'on devait vraiment s'attendre à ça et éviter, comme dit monsieur le ministre, l'erreur de mettre cette épée de Damoclès là-dessus de leur tête. Ils ne pouvaient que réagir. Le rôle de la transition, c'était d'organiser les élections. C'est tout. Et c'était d'organiser les élections et d'ouvrir peut-être des chantiers. Vous savez qu'à un moment, ils ont même failli faire un référendum, organiser un référendum. Et face à
à la montée, à ce danger qui apparaissait, ils ont stoppé le processus du référendum. Le rôle de la transition, c'était d'organiser des élections. J'étais peut-être probablement pas d'exclure également les gens, parce que dans une transition, vous avez deux forces. Vous avez les forces centrifuges, mais des forces donc opposées, et puis vous avez de l'autre côté des forces que je dirais centripètes, c'est-à-dire les modérés. Mais il faut faire avec les modérés, il faut faire avec les radicaux. Donc le rôle de la transition, je pense, c'était d'organiser les élections, d'ouvrir le chantier. L'affaire Thomas Sankara, de toutes les manières, on ne pouvait pas juger les présumés coupables pendant la transition. Et si vous voulez, même le démantèlement du régiment de sécurité présidentielle ne pouvait pas avoir lieu pendant la transition, si vous voulez. Donc ils ont manqué un peu de tact, je dirais, mais ce n'est pas une raison pour soutenir le coup d'État. Parce que c'est quand même l'arrêt brutal du processus démocratique dans ce pays. Ok, Chana, peut-être ce sont des maladresses, mais peut-être la transition pouvait être de bonne foi quand même en voulant amener une nouvelle loi électorale, une nouvelle loi sur les médias et des choses. Peut-être qu'elle était de bonne foi, ce sont des maladresses. Non, la transition était mal partie depuis le départ, avec le bricolage civil, militaire. C'était une révolution qui a chassé Blaise du pouvoir, comme on le disait dans le cas malien, parachevé par les militaires. Là-bas, peut-être ça n'a même pas été parachevé. Après, les militaires sont venus. C'est-à-dire que c'est dès là-bas qu'il y a eu le faux départ. C'est-à-dire que les révolutionnaires auraient pu s'affirmer, s'assumer pour que la transition soit à 100% civile. À 100% civile. Malheureusement, il y a eu un bricolage avec les militaires pour mettre Zida Premier ministre. Et le voici, il devient Premier ministre et ses premiers ennemis, c'est les éléments de son corps. Il vient, au lieu de s'attaquer aux problèmes réels du pays, non, il s'attaque à ses frères d'armes. Quand même, une transition est censée être une situation exceptionnelle où les institutions sont faibles. Donc tout ce qui peut faire trembler les institutions, il faut l'éviter durant cette période-là. Okay. Donc c'est pourquoi j'ai dit, encore une fois de plus, la transition était mal partie. Monsieur le ministre. Oui, je ne vais pas me poser un contradicteur systématique. Mais le bricolage, Chana, était obligatoire. On sortait, et je crois que c'est même une partie de votre argumentation, on sort de 27 ans de pouvoir militaire. Il y a l'armée a eu une attitude ambiguë, n'a pas voulu affronter l'insurrection populaire. Mais elle se posait des questions sur son avenir. Je suis d'accord avec vous, le problème a été la conduite du Premier ministre. C'était lui qui était le garant d'un traitement modéré de la situation des militaires. Et je crois qu'il a eu, disons, une propension à essayer, à adopter l'attitude, le comportement et parfois le vocabulaire de la société civile. Donc il a introduit une déstabilisation à l'intérieur même de la gouvernance de la transition. Et comme Mme Célia l'a rappelé, il a été le premier coursé par les éléments du régiment. Mais au début, et c'est pour ça que je crois, lorsqu'il y a eu la révolution burkinabé, sur cette table, je vous avais dit, on souhaitait qu'on n'amène pas quelqu'un de la société civile, mais qu'on amène quelqu'un qui soit habitué aux situations politiques. Et Kafando aurait dû être l'homme habitué aux situations politiques et éviter, freiner certains élans trop impétueux et dire que, bon, comme l'a dit Serge, la transition doit être modeste et réaliste, s'attacher seulement à ce qu'elle peut résoudre. Okay. Ça ne justifie pas le coup d'État, mais ça, disons... Rapidement, si je peux me permettre... Pardon, je vous ai coupé. Non, j'ai terminé. Mais le problème, Tangara, à mon avis, était quand même militaire. Parce que lorsqu'on a exclu, par exemple, le CDP, ils n'ont pas marché. Ils ont même souhaité... ils ont rencontré le président Kafando en disant, voilà, nous sommes candidats aux législatives, nous avons été exclus, ce n'est pas normal. Ils ont discuté, c'était constructif. Lorsqu'on a éliminé l'ami Bassolé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bonne chance aux autres candidats, il n'a pas manifesté. Donc je pense quand même qu'il faut le souligner, le régiment de sécurité présidentielle a saisi cette occasion pour dire nous prenons le pouvoir parce que des gens sont exclus des élections. Mais ils ne sont pas exclus des élections, ce sont des militaires. Donc en fait, le cache-sexe de l'action
qu'on a vécu mercredi dernier, c'était le sort du régiment de sécurité présidentielle. C'est-à-dire pour dire qu'effectivement le rôle de cette transition n'était pas, à mon avis, de dissoudre le RSP, mais de laisser le dossier au président élu, qu'il serait devenu le président de tous les hommes intègres. Et à ce moment-là, il aurait pu agir. Célia, est-ce qu'on peut parler de cette erreur de casting, surtout de la part de Kafando? C'est vrai, à un moment, on l'a trouvé effacé, absent par rapport à un Zida qui était aux manettes, qui avait la direction des opérations. Est-ce qu'il s'est laissé peut-être doubler par l'exécutif? Non, je pense que on le sentait moins, le président Kafando. Oui, je pense que le président Kafando, c'est un diplomate. Et les diplomates, ils ne font pas beaucoup de bruit. D'accord? Je pense que ce monsieur a le mérite d'avoir travaillé peut-être en dessous, sans bruit, mais il a été rapidement dépassé par la situation. Il me semble que monsieur Isaac Zida peut-être a voulu, comme on l'a dit, mettre la charrue avant les bœufs et se donner une posture de démocrate, de pas militaire, qui a fait que très rapidement, justement, ses amis, ses camarades se sont sentis, là où il est en train d'aller, ce n'est pas là où nous souhaitions qu'il aille. Parce que quoi qu'on dise, le RSP était une force, et c'est pour ça qu'on a pris Zida du RSP pour le mettre en tant que Premier ministre en se disant, ça va garantir une certaine balance entre le civil et le militaire, il est au milieu, il saura. Voilà. Donc Kafando peut-être a travaillé de manière un peu soft, mais les événements l'ont dépassé. Chana, vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'allais dire à Serge qui semble dire que c'est beaucoup plus la dissolution en vue du RSP qui a été déterminant dans le putsch que dans la déclaration de putschiste, vraiment l'explication donnée est basée fondamentalement sur cette loi scélérate, c'est-à-dire la loi électorale qui excluait certaines personnalités. Mais est-ce le rôle des militaires de venir défendre les politiques? J'ai dit tant mieux. C'est un putsch, ce n'est pas le rôle de défendre des militaires, mais des militaires, quand ils viennent sur la scène politique, ils s'érigent en patriotes. Donc, quel que soit le patriote qui vient sur la scène politique, tout ce qu'il y a comme injustice, comme déviation, tu le relèves. Et ça, dans ce cadre-là, qu'ils ont relevé l'injustice faite aux personnalités exclues du processus électoral. C'est ça, parce qu'il s'érige en patriote. Ok, on va continuer dans l'émission pour aborder le deuxième sous-thème lié toujours au Burkina Faso, le nouvel homme fort en tout cas avant la fin de la médiation qui a lieu présentement à l'Aïko Hotel. Le nouvel homme fort, le général Diendéré, affirme ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir. Nous l'écoutons ici. Nous n'avons pas l'intention de nous éterniser, nous n'avons pas l'intention de rester, nous n'avons pas l'intention de faire plus que nous devons faire, contrairement à certaines personnes qui avaient des idées dans ce sens. Nous avons déjà eu contact avec certains ambassadeurs occidentaux qui, naturellement, n'apprécient pas notre action parce que un coup d'État, une action de ce genre-là n'est jamais apprécié en démocratie. Mais nous leur avons expliqué que notre souhait, c'est d'aller rapidement, c'est de réorganiser et d'aller rapidement aux élections sans que cela ne pose vraiment un problème. On apprend à l'instant même par la réalisatrice de l'émission qu'une proposition d'accord aurait été trouvée, proposition d'accord qui serait basée sur le maintien des élections à la date du 11 octobre et une participation des partis politiques, des candidats proches de l'ancienne majorité. Est-ce que cette proposition sera acceptée et validée par tous? Nous aurons l'occasion d'en débattre les prochaines heures. Mais déjà, Célia, est-ce qu'il faut croire en Diendéré lorsqu'il dit vouloir ne pas s'éterniser au pouvoir? D'autres l'ont dit avant lui. Voilà. Je lui accorde le bénéfice du doute. Je pense que les Burkinabés, peut-être aussi, apparemment la médiation, eux en tout cas, y croient. J'ai juste noté une phrase, il dit nous n'allons pas rester plus que nécessaire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il met dans le nécessaire. Le nécessaire, est-ce... bon,
comme vous venez de l'annoncer, peut-être si les élections sont maintenues jusqu'au 11 octobre, après les élections, peut-être ils vont partir. Est-ce que ça va être de là pour garantir une certaine stabilité du pays? Personne ne sait le contenu que les putschistes mettent dans ce nécessaire. Ok. Chana Takiou. Je pense que c'est une base de discussion, sinon ce n'est pas possible avec le contexte actuel que les élections soient maintenues le 11 octobre. Cela ne me paraît pas être réaliste. 1. 2. Je pense que pour une solution de sortie de crise, obligatoirement, il faut revoir la loi scélérate. Il faut relire cette loi-là pour permettre à tous les citoyens burkinabés de se présenter à quelque élection que ce soit. En ce temps-là, je pense que on ne peut pas aussi prendre le pouvoir comme ça et le lâcher en 2 jours. Non, quel sera l'avenir, sinon le sort des putschistes? Il faut aller vers l'Assemblée nationale aussi, rassurer ces gens-là, voter pour eux une loi d'amnistie pour qu'ils puissent accepter, abandonner le pouvoir de quelque manière que ce soit. Sinon, la transition va se faire avec eux, peut-être en divisant la poire en 2. Le général pourrait peut-être partir avec une certaine amnistie, on maintient le président, on fait partir le Premier ministre. Quand même, il y a beaucoup d'hypothèses possibles, mais ce n'est pas pour demain. Okay. Je pense qu'il ne peut pas rester longtemps. Je pense qu'il ne veut pas rester longtemps. Mais il y a sur les images, quelque chose frappait tout à l'heure, il y avait quand même le drapeau national derrière lui. Donc c'est lui le patron aujourd'hui de l'armée. Je pense qu'ils vont trouver une solution. Vous avez, ça c'est le plan A, il y a un autre plan B, mais dans tous les plans qui ressortent, c'est que M. Kafando reviendrait diriger la transition. Le problème, c'est de trouver une solution où il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Et qu'on puisse rapidement aller aux élections. Une transition, les meilleures transitions sont les transitions les plus courtes. Oui, monsieur le ministre, ça paraît un peu compliqué. On a l'impression que le RSP, Diendéré sont allés aussi tellement loin que c'est difficile pour eux de se rétracter tout de suite. Oui. Quelle perspective alors? Vous savez, pour moi, très sincèrement, il y a eu une énigme Diendéré. Parce qu'il n'a pas le profil d'un putschiste. C'est un homme de l'ombre, il a un flair politique très prononcé, connaît le dessous des cartes, il analyse très rapidement les situations politiques. Et celle-ci-là, il est allé de lui-même dans une impasse. Dans une impasse, c'est-à-dire que le régiment, quoi qu'on dise, ne peut pas tenir la situation. À part Ouagadougou, toutes les autres grandes villes du Burkina sont en opposition ouverte. Et l'armée n'a pas bougé, la police n'a pas bougé, la gendarmerie n'a pas bougé. Donc le régiment est isolé. Et moi j'ai l'impression qu'on saura peut-être un jour la vérité. J'ai l'impression que Diendéré est le parrain, en tant que parrain du régiment, a été, disons, prisonnier de la confiance que lui ont fait les plus jeunes éléments, qui étaient prêts à une action violente, et lui, il s'est mis dedans, il a essayé de prendre la gestion politique. Mais il a certainement sous-estimé les risques, parce que de toute façon, et là encore revient à l'exemple du Mali, si vous donnez à des militaires la gestion de l'ordre public, ça se termine toujours très mal. Okay. Il y a le poids des morts et des blessés, des exactions qui va peser très lourd dans la vie que vont avoir la société civile et les autres partis politiques. Ok, Célia, si on observe ce qui se passe un peu à l'intérieur, il semble y avoir un rouleau compresseur envers Ouaga contre Diendéré. Ça va pas être facile de rester, de se maintenir. Rouleau compresseur, je ne pense pas que les gens vont oser marcher sur Ouaga parce que tout le monde connaît la force de frappe du RSP et on sait que si jamais on fait ça risque. Le 31 octobre dernier... Oui, ça a été à l'intérieur de Ouaga, ça a été un mouvement qui était quelque part un peu canalisé, tu vois. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est très spontané. Les gens sortent, les femmes sont sorties avec leurs spatules pour aller taper qui, vous savez. Donc, ça va être difficile pour les gens de l'intérieur du Burkina. Ils le manifestent, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord et c'est bien de camper dans cette situation-là. Prendre Ouaga, je pense que ça risquerait de tourner au bain de sang, ce ne serait pas possible. Chana, est-ce qu'il faudrait peut-être
entrevoir un changement dans le rapport de force, puisque jusque-là, ce sont les anti-putsch, la société civile, le ballet citoyen qu'on avait entendu. Mais depuis ce dimanche matin, il y a des partisans du CND, du général Diendéré, du RSP qui se font entendre. Est-ce qu'on est en train d'aller vers un changement dans le rapport de force sur le terrain? Absolument. L'enjeu est de taille, parce que, vous savez, nous sommes dans un système démocratique. Même les gens que le coup d'État arrange ne soutiennent pas de façon ouverte le coup d'État pour dire que bon, non, ils s'en réjouissent, mais ils ne le soutiennent pas de façon directe. Donc ils ont vu la situation évoluer, même les putschistes vont les interpeller en catimini pour leur dire, c'est vous que cette situation arrange, les autres sont en train de manifester, on nous met la pression, qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc vraiment, le rapport de force va changer, et c'est là est extrêmement dangereux parce que les deux camps risquent de s'affronter. Quand les deux camps s'affrontent, on connaît les conséquences, sans compter que le respect est là avec la gâchette facile. Avec la gâchette facile, donc il y aura toujours des morts, des blessés, et tant qu'on continue de compter les morts et les blessés, ça ne serait pas facile de trouver une solution de sortie de crise parce que la situation va se dégrader. De dégradation en dégradation, on sera dans l'impasse. Sir Daniel, peut-être c'est le scénario à craindre que deux franges de Burkinabés s'affrontent sur le terrain pro-putsch, anti-putsch. C'est la situation, c'est le scénario à craindre, à éviter. Il faut à mon avis craindre ça parce qu'on a vu aujourd'hui à l'hôtel Laïko de Ouaga, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, effectivement, vous avez eu des pro-putschistes qui sont venus manifester, qui ont failli saccager l'hôtel. Mais pour le moment, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on n'a pas connu, comme ici au Mali, parce qu'on a connu une transition, il n'y a pas de débat pour le moment béret rouge, béret vert. C'est-à-dire qu'au sein de l'armée, ce qui se dit, c'est qu'une partie du régiment présidentiel, de sécurité présidentielle ne serait pas pour, mais on ne les a pas vus s'exprimer. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de confrontation entre les différents corps. Et plus vite on va y aller, on va arriver à une solution. Plus vite, le médiateur, le président sénégalais, va arriver à une solution définitive. Mieux ce sera pour tout le monde. Okay. Monsieur le ministre, déjà la semaine dernière, la CEDEAO s'était réunie à Dakar en sommet extraordinaire pour anticiper justement sur ce genre de crise. Elle est aujourd'hui à Ouaga. Est-ce que vous pensez qu'elle peut proposer, apporter quelque chose de concret et de positif pour une sortie de crise au Burkina Faso? Je crois qu'elle peut proposer. Vous savez, il y a, comme on peut le dire, il n'y a pas de bonne solution pour sortir d'un coup d'État. Parce qu'il faut tenir compte des rapports de force. Mais il y a de moins mauvaises solutions. Et la moins mauvaise solution, je crois que c'est ce que le président sénégalais essaye de mettre en œuvre, en souhaitant que chacun fasse des concessions. Mais ça ne va pas être facile, parce que lorsque vous entendez certains propos radicaux de la société civile, lorsque vous vous rendez compte que, je reviens encore sur le nombre sur les morts et sur les blessés, c'est quand même un élément très lourd à gérer. On souhaite vraiment que le président sénégalais arrive à trouver les arguments convaincants pour dire qu'il faut sortir d'une situation extrêmement difficile. Le coup d'État est condamnable à tous égards, il n'y a même pas d'hésitation à faire dessus, mais je pense que pour ce que le Burkina a représenté, il y a, disons, une bonne part de sacrifice encore à demander aux différents citoyens pour qu'ils adoptent la moins mauvaise solution. Ok. Est-ce que la CEDEAO, dans sa quête de réponse, peut dire, nous, CEDEAO, à travers notre cour de justice, on avait alerté sur cette question, la transition ne nous a pas suivis et voilà le résultat. Est-ce qu'elle peut penser comme cela? Peut-être, de toutes les façons, nous tous l'avons pensé. Sur ce plateau, nous, on avait évoqué ça, le fait que la Cour de justice de la CEDEAO avait dit attention, cette loi n'est pas juste, ce n'est pas bien d'écarter une partie des candidats. Donc l'histoire leur a malheureusement donné raison et je pense que ça fait partie de la solution, comme vous l'annonciez tout à l'heure, de dire bon, finalement cette loi-là, et je pense que c'est sur ça qu'ils vont aller, on va l'abroger, on va laisser tomber et puis on va permettre à tout le monde d'y aller. Et maintenant, le 11 octobre, comme le dit Chana, va être difficile à tenir parce que s'il faut que ces gens-là se repréparent, fassent leur campagne, etc., ça va être peut-être un petit report. Mais je pense que, comme dit Monsieur le ministre, ce sera la moins mauvaise des solutions de permettre que
cette toile-là soit mise de côté, que ceux qui veulent être candidats soient candidats et que les Burkinabés choisissent en leur âme et conscience. Et c'est un peuple qui a montré sa grande maturité et ils sauront faire le choix. Oui. Chez les acteurs politiques, Chana, je me permets de... sinon, je vous laisse la parole. Merci. Sinon, chez les acteurs politiques, on peut regretter quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas voulu, à un moment, ils ont donné l'impression de ne pas vouloir l'aide de la CEDEAO. Vous vous souvenez, après le sommet de Dakar, le président Yahi Boni devait se rendre là-bas, mais les autorités burkinabées ne trouvaient pas nécessaire qu'il arrive. Alors qu'en fait, le Burkina, Ouaga était à un moment la capitale de l'Afrique de l'Ouest dans les règlements des crises. Blaise avait des représentants en Côte d'Ivoire, ici au Mali, en Guinée. Ça, on peut regretter ça de la part des hommes politiques ivoiriens du Burkina Faso. Je ne dis pas qu'ils sont suffisants, mais peut-être que là aussi ils ont manqué de tact, parce qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est la même CEDEAO qui est sur le terrain en train de régler les problèmes. Chana. Oui, ce qui est regrettable, c'est vraiment le radicalisme des autorités de la transition, notamment le président du Conseil national de transition, notre confrère Chérif Sy, qui, dans ce propos, est vraiment radical pour dire qu'ils ne seront pas réintégrés, la loi ne sera pas changée, la transition reviendrait telle qu'elle. Non, c'est pas possible. Donc, il a ses raisons, c'est son point de vue. Non, j'ai dit... Il y a eu un putsch, il faut tenir compte de ça. Vous aussi, vous dites votre point de vue. Non, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec son point de vue que je l'évoque, M. Tangara. J'ai dit, quand nous sommes dans une négociation, on est obligé d'accepter de céder quelque chose. Il fait comme s'il n'y a pas eu de putsch. Il y a eu de putsch, des gens ont pris des risques. Donc c'est des situations comme ça, des positions comme ça, qui pourraient faire échouer la négociation. Et quand la négociation échoue, en pareille circonstance, on va essayer de mettre la pression sur la rue. La rue ne peut pas régler la situation, parce que en mettant la rue, en mettant la pression à travers la rue, on enregistrera des morts, des blessés. La situation va se dégrader encore une fois de plus et nous serons dans l'impasse totale. Donc vraiment, il revient aux autorités de la transition d'être modestes. Okay. C'est par leur faute qu'il y a eu cette situation. Donc nous sommes en train de trouver la solution. Il faudrait qu'ils soient humbles pour qu'une solution convenable pour tous puisse être trouvée. Okay. Je vais dire une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus surestimer la force du RSP. Quelqu'un disait, je ne sais plus qui, on peut tout faire avec la baïonnette, sauf s'asseoir là-dessus. Ok. Peut-être un dernier mot sur ce coup d'État au Burkina Faso. Comme on l'a dit, nous aurons l'occasion de débattre de la proposition, la trouvaille de la CEDEAO pour une sortie de crise définitive. Dernier thème de cette émission, le Mali qui est présent dans l'actualité africaine avec le retrait du Gatia. Vous vous rappelez le retrait du Gatia d'Anefis suite à de nombreuses pressions, notamment du gouvernement malien et de la médiation. Mais aujourd'hui, c'est la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui réoccupe la localité, une situation qui déplore la MINUSMA et le gouvernement malien. Chana Takio, est-ce qu'on peut parler de paradoxe autour d'Anefis? Le Gatia se retire et la CMA revient. Il n'y a pas de paradoxe. C'est tout à fait normal que la CMA soit à Anefis. Vraiment, je pense que le gouvernement a été piégé dans cette situation où il a été naïf. Rappelez-vous du plan de sortie de crise de la MINUSMA. Il y avait, je pense, 5 à 7 points. Et le point 3 disait que le parti doit revenir à leur position d'avant le 20 juin. C'est-à-dire qu'il faut aller au statu quo ante. Et sur cette proposition que le gouvernement a mis la pression sur la plateforme pour demander à celle-ci de quitter Anefis. Donc celle-ci a quitté. Et logiquement, si la plateforme quitte Anefis, la MINUSMA avait assuré comme quoi qu'elle va assurer la sécurité de population. Donc si la plateforme quitte Anefis, c'est bien la CEMA qui devait occuper cette place-là. Et la MINUSMA doit
protéger les populations comme convenu. Mais si la MINUSMA ne l'a pas fait, elle a fauté. Okay. Sinon, le gouvernement ne doit pas s'étonner que la SEMA soit aujourd'hui en efficace. Célia Dalmeida, sur cette question. Sur cette question... Est-ce que vous êtes d'accord avec Chana? Un peu. Un peu, je vais dire pourquoi. Sur peut-être le point de notre naïveté. Un peu. Parce que je pense que ce texte était très clair. Retour aux positions initiales avant le 20 juin. Avant le 20 juin, en EFIS, il y avait la CMA. Maintenant, on a dit la MINUSMA va garantir la sécurité des populations. D'accord. Cela veut dire que la CMA revient, mais la MINUSMA garantit la sécurité des populations. À aucun moment, on a dit que la CMA ne doit pas retourner à Anefis. Et si ça avait été dit clairement, on pourrait crier au loup aujourd'hui et dire « Ah, ils n'ont pas respecté leur engagement ». Malheureusement, ça n'a pas été clair comme ça. Et nous sommes dans une situation où, encore une fois, ce sont les populations qui se retrouvent piégées. Parce qu'aujourd'hui, elles sont livrées aux mains de la CMA, du seul sait ce qui s'y passe, avec les exactions, avec la revanche, parce que c'est ça, c'est une revanche, des populations qui sont rackettées en longueur de journée, on ne sait pas s'il y a eu des gens qui ont été tués, etc. Je pense qu'il faut qu'on soit... Quelque part, il faut que nous soyons un tout petit peu plus vigilants. Les textes sont très dangereux. Et quand on signe un papier, il vous engage. Donc il faut que nous soyons un peu plus vigilants sur ce que nous acceptons de signer pour que demain, le retour de manivelle ne soit pas douloureux. On a l'impression que souvent, on ne lit pas avant de signer. On signe non, si avant, avant de lire plutôt. Non, on lit certainement, mais il faut aussi penser que le gouvernement du Mali est dans une situation de pression telle. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans la question du Mali et qui disent bon, la solution c'est ça, allons-y, il faut qu'on bouge, Il y a la date des élections qui est fixée au 25 octobre, qui est une échéance qui pèse sur les épaules du gouvernement malien, puisque pour l'instant, il ne les a pas repoussées. Donc il faut qu'il y ait une situation de plus ou moins stabilité pour que les élections puissent se faire. Et donc on force pour que cette stabilité-là revienne, mais à quel prix? Ce dimanche, il y a eu un communiqué de la plateforme qui a annoncé des violences graves à Anefis. Le communiqué parle d'au moins un civil tué. On n'a pas encore la réaction officielle de la CEMA là-dessus. Ce qui, moi, me frappe, c'est que la plateforme quitte Anefis, mais tout de suite, ça se bat vers Inchalil. Donc il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez une tension. Ça se bat vers Inchalil, ça se bat vers Inchalil, ça descend et ils reviennent à Anefis. La MINUSMA déplore, dans le communiqué, la MINUSMA déplore l'arrivée de... Comme s'il y avait quelque chose d'illégal dedans quand même. Je m'adresse à Célia et à son ami Chana. Comme s'il y avait quelque chose d'illégal dans la démarche de la CEMA. C'est la montée de cette tension, moi, qui m'inquiète le plus. Mais pour rectifier ce que vous disiez tout à l'heure, si la plateforme est partie d'Anefis, ce n'est pas à cause de la pression de la communauté internationale. Quand la communauté internationale disait « gel des avoirs, interdiction de voyager », ce sont des gens qui ne vont pas aux États-Unis, ce sont des gens qui sont des nomades. C'est plutôt le gouvernement, et là je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, le président de la République qui a intimé l'ordre aux Gatia de partir. Est-ce qu'ils se mordent aujourd'hui les doigts ou pas? Je ne sais pas si certains le voient plus que d'autres, mais il faut lui poser la question. Ok, monsieur le ministre, sur cette situation autour d'Anefis. Oui, je reprends une partie du raisonnement de Célia sur le fait que lorsque vous impliquez la communauté internationale dans vos affaires, vous ne maîtrisez pas toutes les règles du jeu. Et on paye le tribut de certaines choses que nous avons acceptées. Vous savez, si vous revenez aux événements de Kidal du 21 mai 2014, le revers militaire qu'on a subi là-dedans a permis à la CEMA de prendre certaines positions. Il revenait à la MINUSMA de dire c'est pas ça. C'est-à-dire le cessez-le-feu n'est pas la reconnaissance du fait acquis. Elle n'aurait pas protesté. Et elle l'a mis dans ses documents, oui, il y a des arrangements militaires. C'est pas des arrangements militaires, c'est le refus de s'engager pour faire régner un certain ordre, et c'est l'acceptation du fait acquis posé par une rébellion. Donc aujourd'hui, je suis vraiment comme Serge étonné d'entendre la MINUSMA s'étonner que la CEMA revienne. Mais c'est elle qui a permis à la CEMA de s'installer. Et comme tout le monde le souligne, dans le traité, on a bien dit retour aux positions initiales. Oui, Chana.
Oui, c'est-à-dire que la plateforme, elle est à 1 kilomètre d'Anefis. Donc il n'est pas exclu. Moi j'ai échangé cet après-midi avec un responsable de plateforme et qu'il n'est pas exclu que la plateforme tente de reprendre Anefis dans les heures qui suivent, voire les jours qui suivent. Et il semble que c'est la MINUSMA qui les en empêche. C'est la MINUSMA qui les en... Ils sont à 1 kilomètre de Anefis. Donc il faut s'attendre dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent vraiment à d'autres développements dramatiques. Juste pour dire que, en fait, comme je disais tout à l'heure qu'il faut que nous fassions attention au papier, nous avons vu des textes qui ont circulé, signés de la CMA, et l'entête de ce texte, il est écrit État de l'Azawad. Et nous sommes dans l'après-accord. Il y a encore des documents État de l'Azawad qui sont des documents officiels d'une entité qui a dit nous renonçons à ça. Il y a une lecture qu'il faut qu'on fasse, qu'on dépasse vraiment les débats politico-politiciens. La question de l'Azawad n'a pas été tranchée. Il faut une certaine fermeté peut-être. Oui, je pense qu'il est vraiment temps. Il est vraiment temps parce que sinon cette histoire, nous allons signer 1 milliard d'accords, mais la situation ne va pas bouger. On a là encore un des visages de la crise malienne, la crise ce qu'on appelle la crise du Nord. Ce n'est pas seulement, et c'est difficile d'expliquer ça à certains, ce n'est pas seulement une histoire de Nord contre le Sud. C'est une histoire de Nord contre Nord aujourd'hui. On assiste aujourd'hui à la bataille du cantonnement. C'est-à-dire que les troupes, l'accord dit que les troupes seront cantonnées où elles sont. Mais la question est tribale. Vous avez des tribus qui se disent nous sommes originaires de Kidal, nous avons des hommes armés, mais nous ne sommes pas à Kidal. Nous ne sommes pas un Anefis. Les Lamra vous diront, nous voulons un Anefis, nous voulons une Khalil. Donc c'est une lutte de positionnement. Et il y a un communiqué de la plateforme qui est passé inaperçu il y a 3 jours. Il dit, nulle part, il n'est dit que nous n'avons pas le droit d'aller quelque part, de nous déplacer. Donc ce qui veut dire que demain, ça peut malheureusement reprendre sur le terrain. Mais monsieur le ministre, par rapport à Anefis, si on suit un peu la perception populaire, beaucoup de Maliens avaient pensé qu'après le retrait du Gacha, peut-être ça allait être l'armée malienne qui allait venir sécuriser la population. Dans la perception de la majorité des Maliens, c'était ça. Même si par ailleurs, dans l'accord, c'était autre chose, quoi. Non, dans la perception des Maliens, c'était cela, mais dans la perception de la MINUSMA, c'était pas cela. Et finalement, c'est pour ça que je dis que lorsque nous faisons appel à la communauté internationale pour nous aider à résoudre certains problèmes, très souvent, les règles du jeu, c'est pas nous qui les dictons. Voilà. Mais les conséquences, c'est nous qui les subissons. Je voudrais revenir sur ce que Serge a dit tout à l'heure par rapport à la question sociologique. Et je pense que l'une des clés pour résoudre cette histoire est là. Et on est en train de beaucoup parler, de faire de grands discours, mais il faut vraiment que les tribus, qu'on les asseye et que peut-être une répartition, en termes de compromis, une répartition tournante, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que la base du problème est là. Ce sont des luttes d'influence de tribus et de clans. Quand on va gérer ça, la question du Nord sera définitivement réglée. Surtout que nous sommes en démocratie, Tangara, et qu'il y a le principe de one man, one vote. Et si vous prenez le principe de one man, one vote... Il y en a qui sont plus nombreux que d'autres. Et que vous l'appliquez aujourd'hui, mais c'est évident que les autres vont remporter, parce qu'ils sont plus nombreux. La démocratie, c'est le fait de tenir compte aussi des minorités, d'accord? Mais il faut tenir compte aussi de la majorité. Ce n'est pas une question seulement du Nord contre le Sud. Il y a des problèmes entre des communautés du Nord, et si on ne prend pas ça en compte, on ne va pas les résoudre, à mon avis. Ok, on me signale que nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. C'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche, essentiellement consacré à la situation au Burkina Faso. Nos invités étaient Gaussou Drabo, journaliste, ancien ministre de la Communication du Mali, Célia Dalmeida du journal du Mali L'Hebdo, Chana Takiou de 22 septembre, sage aujourd'hui, peut-être... Parce que le ministre était là. Parce que le ministre est là. Chana est sage. Nous avons son médicament désormais. Okay. Ça sera le ministre. Et Serge Daniel, journaliste, écrivain, merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro du débat du dimanche.